Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, j'aimerais vraiment dire à quel point je suis honoré de donner cette conférence de clôture et merci aussi pour votre confiance de rester encore ici. Confiance en moi, de vous garder aussi un peu éveillé. J'essaye de raccourcir mon intervention à peut-être 35 minutes, comme ça on aura un peu de temps pour la discussion. Alors effectivement, le sujet qu'on a convenu, c'était le rôle des proches. Moi, je vais commencer avec un peu la médecine traditionnelle, avec ma thèse justement qu'il y a peu de place pour les proches en médecine traditionnelle. Ensuite, qu'en est-il justement des soins palliatifs? Ensuite, comme éthicien, quel est le rôle des proches par rapport lors justement de la prise de décision? Et ensuite, je vais aborder aussi un conflit ou une question éthique. Qu'en est-il justement des intérêts des proches quand ils entrent en conflit avec des intérêts des patients? Alors, je commence avec vraiment le passé, très très passé. L'Antiquité, ça c'est une représentation de la médecine antique finalement. Vous voyez bien la patiente qui est alitée. Est-ce que vous voyez des proches? Non, vous voyez alors un médecin, peut-être un médecin, c'est Asclépios, donc c'est un dieu justement médecin, et vous voyez une déesse Hygieia derrière lui, donc il y a finalement deux dieux si vous voulez. Ensuite, dans la médecine du Moyen-Âge, est-ce que vous voyez des proches ici? Ça c'est une peinture de Jérôme Bosch, vous connaissez peut-être au XVe siècle. La lithotomie, la cure de la folie, un regard très très critique. Finalement, vous voyez un chirurgien à gauche qui fait une craniotomie, qui essaye justement de traiter une folie. Et vous voyez un moine et une religieuse. Vous ne voyez pas de proches. Là, vous pouvez dire les dieux ont été remplacés par les ecclésiastiques. Ensuite, on saute un peu, 19e siècle, un peintre britannique, Luke Fields, qui fait une peinture du médecin idéal de l'époque, The Doctor. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez une fille qui est malade, vous voyez un médecin très empathique, il écoute, il observe, et vous voyez aussi là, les proches. Alors il y a, je ne sais pas si c'est visible, il y a la mère qui est en train de prier. Vous voyez le père qui est debout, qui regarde, peut-être observe de manière un peu critique peut-être ce que le médecin fait. Et ensuite, aujourd'hui, alors il y a plus de peinture, mais il y a Netflix, il y a les séries télévisées, il y a par exemple Grey's Anatomy, vous connaissez certainement. Là, évidemment, très très souvent, on a des proches qui ne sont pas que là comme des observateurs, mais qui ont des rôles actifs, qui sont en dialogue avec les médecins et avec les soignants. Alors, c'est quand même intéressant que dans la médecine traditionnelle, il y a justement pas beaucoup de place pour les proches. Ni dans la formation des médecins, des soignants, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais appris quelque chose, par exemple, comment parler avec les proches, même dans les ateliers justement de communication, annonce des mauvaises nouvelles, oui, mais par exemple pas comment parler avec les proches, comment demander un consentement au prélèvement des organes après la mort du patient, par exemple. La recherche scientifique, traditionnellement, très peu hors des soins palliatifs, peut-être très peu de recherche sur les proches. Aussi la pratique, finalement, les besoins des patients sont toujours, bien sûr, évalués, mais les besoins des proches, il y a très très peu d'échelles ou d'instruments. Et même les systèmes de santé, alors en tout cas en Suisse, nous sommes des mauvais élèves. Il y a un congé proche aidant qui est 3 jours. Je sais qu'en France, vous avez, je pense, plusieurs mois congé proche aidant. Alors, en éthique aussi, il y a vraiment, le concept ou le modèle traditionnel, c'est un modèle du dyade. Il y a le médecin, le soignant et le patient. Il n'y a pas de tierce personne.
Ce modèle est bien sûr plus simple à appliquer, il fonctionne bien dans les situations où le patient n'a pas de maladie grave, il a peut-être un petit souci de santé, il a toute sa capacité de discernement. Et c'est un modèle qui est influencé à la fois par une philosophie du dialogue, du dyade, ou aussi le 3 médical. Le 3 médical, comme vous savez, qui est un peu simpliste. Pour le 3, il y a juste 2 intervenants, deux personnes. Il y a le médecin, généralement, il n'y a même pas de soignant ou d'autres personnes, et le patient. Donc, il y a les 2 piliers. Justement, il faut une indication médicale posée par le médecin et un consentement éclairé du patient, et les 2 sont basés sur des valeurs centrées sur le patient, donc bien-être et l'autonomie, mais le proche ne figure pas dans ce modèle. En éthique, il y a aussi les fameux 4 principes de l'éthique biomédicale que vous connaissez peut-être. Donc, 3 des 4 principes focalisent uniquement sur le patient, c'est bienfaisance, non-malfaisance, respect de l'autonomie. Le 4e principe, qui est la justice, traite principalement la justice distributive entre les patients, par exemple en situation de Covid, en situation de pénurie, mais pas la justice, par exemple, entre les intérêts des patients et des proches, que je vais aborder tout à la fin. Les proches des patients, quand ils sont mentionnés en tant que représentants thérapeutiques qui prennent la décision au lieu du patient, mais pas en tant qu'agents moraux avec leurs propres intérêts, besoins, droits, devoirs, responsabilités. Je passe maintenant aux soins palliatifs. Et là, on a vraiment un autre modèle. Et je vous raconte une histoire. Je ne sais pas si vous reconnaissez ou vous connaissez ce monsieur-là, David Tasma. Qui connaît David Tasma ? 1 personne, 2 personnes. Alors, c'était un juif encore jeune, vous voyez, un serveur polonais juif qui a échappé justement le ghetto de Varsovie. Il est arrivé à Londres et puis il était finalement dans un hôpital de Londres avec un cancer terminal. Tout seul, sans famille, sans proches, dans un coin de l'hôpital, avec des douleurs extrêmes qui n'ont pas été bien traitées. Et heureusement, il y avait une assistante sociale qui l'a accompagné presque quotidiennement le dernier mois de sa vie, qui a beaucoup parlé avec lui. Et finalement, lui, il a décidé de faire un premier don pour un hospice que cette assistante sociale voulait créer, et c'était Cicely Saunders, vous connaissez bien la pionnière des soins palliatifs. Et peut-être c'était cette expérience-là, entre autres, qui l'a poussé peut-être de créer cette notion de ce qu'elle appelait « unit of care ». Parce qu'elle disait « The patient and the family must be the unit of care. This includes the children who must never be left out if they are to come safely through the loss of parent or grandparent, sibling or friend. A bereavement service must include them too. » Et puis, il a aussi dit How people die remain in the memory of those who live on. Donc, pour elle, c'était important de considérer aussi les intérêts des proches, mais les proches aussi comme des personnes qui sont affectées existentiellement, psychologiquement, émotionnellement, parce que c'est ceux qui doivent survivre et doivent continuer à vivre après la mort, justement, du patient. Il y a un poème très, très similaire. Je ne sais pas s'il connaissait le poème de 1945 d'une poète juive allemande, Mascha Kaleko, qui s'appelle « Memento ». Je n'ai pas peur de ma propre mort, seulement de la mort de ceux qui me sont proches. Comment puis-je vivre s'ils ne sont plus là ? Seul dans le brouillard, je tâtonne vers la mort et me laisse de bon gré entraîner vers l'obscurité. Partir fait moitié moins mal que le fait de rester. Tel le sait bien à qui même chose est advenue et que ceux les portés puissent me pardonner. Pensez-y que votre propre mort
ne consiste qu'à mourir, mais qu'on doit vivre avec la mort des autres. Donc, je pense que ce poème résume bien justement le défi pour les proches, qui est très très différent que le défi des patients finalement. Ce défi des proches, et dans un certain sens, c'est toujours aussi un deuil anticipé. On l'a étudié une fois quand j'étais encore à Munich, il y a 20 ans, une collègue qui a demandé les patients atteints de SLA et leurs proches. Et elle a regardé d'abord avec une échelle, justement, différentes émotions, humour. Et puis vous voyez que, alors là, il y a des patients qui sont ventilés de manière non invasive et invasive, à gauche les patients et à droite les proches. Et vous voyez qu'il n'y a pas de grosse différence, pas de grande différence. Quand on regarde la qualité de vie, c'est la même chose. Donc la qualité de vie, justement, des caregivers, des proches, c'est un peu meilleur, un peu plus élevé que la qualité des patients, mais il y a quand même 30% des cas où la qualité de vie des proches était justement inférieure que la qualité de vie des patients même. Donc ça, c'était pour nous vraiment un argument très très fort de s'occuper aussi des proches. Qu'est-ce qu'on entend par proche? Alors, on a parlé beaucoup de sémantique aujourd'hui déjà. Là aussi, c'est un mot intéressant. Finalement, c'est un adjectif qui est, on pourrait dire, dérivé, qui voilà, signifie, c'est une fonction relative à une autre personne auquel on est proche, justement, à laquelle on est proche. Vous avez un peu la même idée en anglais avec proxies, avec relatives. Parfois, on dit bien sûr loved ones, caregivers. Là, vous avez aussi la fonction. En allemand, vous avez même, et en italien, vous avez même la notion d'appartenance. Donc, quelqu'un appartient à une autre personne. Et congiunti, vous avez voilà, deux personnes qui sont conjoints, qui sont ensemble. Pour moi, je pense qu'il faut toujours retenir trois notions d'être proche. Il y a trois rôles, si vous voulez. Il y a d'abord le rôle d'être co-patient, d'être justement existentiellement touché par la maladie, par la situation, par la souffrance. Il y a le rôle de co-soignant, donc aider, soigner, traiter le patient à domicile, à l'hôpital, partout. Et puis le rôle de co-décideur, parfois même de décideur primaire en tant que représentant thérapeutique. Et ces trois rôles peuvent changer, peuvent coexister et peuvent aussi entrer en conflit. Alors, un proche, j'aimerais définir justement comme une personne, indépendamment des liens génétiques et juridiques, qui a une relation étroite avec la personne, exprimée par des critères suivants: une identification émotionnelle, une connaissance mutuelle, un partage de l'histoire de vie, peut-être une cohabitation, pas toujours, entraide et confiance. Et comme ça, je pense que c'est aussi vraiment intéressant de voir que, j'ai déjà dit, lors des soucis de santé plutôt banals, les proches ne jouent pas un rôle prioritaire, c'est plutôt secondaire. Mais en ce qui concerne la fin de vie et les soins palliatifs, là, c'est vraiment différent. Parce qu'il y a une fois dans notre vie où nous sommes des patients en fin de vie. Alors, une fois, on meurt, pas plus qu'une fois. Mais proche, on est plusieurs fois. Proche des personnes qui sont en fin de vie. On est peut-être proche pour nos grands-parents déjà, pour nos parents, pour peut-être nos frères et sœurs, nos amis, peut-être même pour nos enfants. Donc plusieurs fois dans notre vie, on est des proches des personnes en fin de vie. Qu'en est-il de la prise de décision finalement? Alors, j'ai déjà parlé justement de cette notion de représentant thérapeutique. Ça, c'est très, très difficile. Quand, par exemple, mon épouse est gravement malade, elle est dans un coma, par exemple, elle ne peut plus décider pour elle seule, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord essayer de me positionner, justement de me mettre à sa place, donc d'essayer de voir justement le monde comme elle le voit. Ensuite, de décider sur sa propre santé, mais aussi
pour elle, donc justement en faveur d'elle, en la soutenant. Pour moi, il se pose donc 3 questions. D'abord, qui est le mieux placé à prendre des décisions en fin de vie pour une personne? Ensuite, est-il possible d'être exclusivement porte-parole du patient lorsqu'il s'agit des décisions existentielles? Et ensuite, quel rôle jouent les propres émotions, les propres valeurs, besoins et intérêts des proches dans la prise de décision? Encore une étude qu'on a menée avec des personnes, des représentants thérapeutiques pour les personnes qui étaient atteintes d'une maladie Alzheimer, démence. On a comparé des représentants familiaux, donc finalement des proches de la famille des personnes, et aussi des représentants non familiaux, donc ce qu'on appelle en Suisse les curateurs, donc les personnes qui sont nommées par la Cour, par la justice, à représenter et à prendre des décisions. Et on a vu, les 2 groupes ont décidé de manière très, très différente. Alors les proches, à gauche, ils ont décidé de manière très intuitive, très vite. Ils ont considéré aussi leurs propres valeurs. Ils ont plus focalisé sur le bien-être de la personne. Ils ont toujours consulté d'autres proches, mais jamais les juges ou la justice. Tandis qu'à droite, les représentants plus professionnels, ils ont pris beaucoup de temps pour réfléchir. Ils ont essayé d'ignorer leurs propres valeurs, de focaliser plutôt sur l'autonomie de la personne, de consulter les cliniciens, parfois même de déléguer la décision aux cliniciens, même très très souvent aussi à la justice, aux juges. Donc vous avez là vraiment un rôle existentiel et un rôle professionnel qui entrent en conflit l'un avec l'autre. Et donc la question, bien sûr, se pose, est-ce que les deux... D'abord, juste encore une citation d'un proche qui a dit « Si cela m'arrivait à moi-même, je ne voudrais certainement pas une deuxième opération et je pense que c'est ainsi que je déciderai donc. Donc moi, qu'est-ce que je voudrais pour moi-même et comment je vais décider pour l'autre ?» Un autre proche a dit « J'ai été dans des situations similaires à plusieurs reprises. Je n'ai tout simplement pas pu le dire. Ok, maintenant c'est fini, je me ferai du mal, moi, et je devrais vivre avec des sentiments de culpabilité pour le reste de ma vie. » Donc vous voyez, le propre besoin, les propres émotions jouent un rôle vraiment déterminant ici. Est-ce qu'il y a donc des résultats différents, des décisions différentes selon si vous avez un représentant familier, donc proche ou professionnel? Oui, c'était le cas. Donc on a donné 2 vignettes, une sur une question de stimulateur cardiaque, une est-ce qu'on place une sonde PEC. On a vu que les proches, environ 2/3 des proches ont plutôt refusé d'accepter ces traitements, ces interventions, tandis que presque 2/3 des représentants officiels, professionnels, ont accepté ces mêmes interventions. Donc il y a vraiment une différence et ce n'est pas anodin qui vous représente en fin de vie. Est-ce qu'il y a donc des critères? Est-ce qu'il y a une personne qui est le représentant idéal? Je pense que c'est une question difficile. En tout cas, je pense que ça se situe peut-être entre les deux. Voici, juste comme proposition, 6 critères que je trouve importants. La personne qui veut représenter le patient, la patiente en fin de vie devrait avoir la confiance de la personne, avoir une longue et profonde connaissance du patient, être joignable, ça c'est aussi quelque chose de très pratique, être disponible, comprendre les enjeux et le milieu de la santé, ça peut aider beaucoup, avoir le courage de défendre les intérêts du patient et ensuite être en mesure de porter la responsabilité de ses décisions. Et ce n'est pas toujours justement le proche qui est le plus proche, parfois c'est peut-être, je ne sais pas, un fils qui est médecin ou une fille qui est soignante.
Ensuite, bien sûr, il y a la question, qu'est-ce que les représentants ensuite, comment ils doivent décider? Alors, c'est facile quand vous avez un patient qui peut s'exprimer, qui a toute sa capacité de discernement, il peut décider, mais si le patient n'a plus sa capacité de discernement, c'est déjà aux proches de dire comment, par exemple, interpréter les directives anticipées. J'en parlerai un peu encore plus tout à l'heure. Ensuite, quand il n'y a pas de directive anticipée, c'est aussi aux proches de dire quelle serait la volonté présumée du patient. Et ces deux sont extrêmement difficiles. Alors, un exemple. À Lausanne, au CHUV, on avait un homme qui avait 78 ans, qui était d'origine croate, voilà, très catholique aussi. Il avait une polymorbidité et suite à 2 AVC graves des 2 côtés du cerveau, il était finalement en soins intensifs, hémiplégique, aphasique complètement, dans un état de conscience minimale. Le pronostic était très, très, très mauvais. Donc, tout le monde a dit qu'il n'y a pas de possibilité d'une réhabilitation ou réadaptation. Mais la famille, surtout le fils et 2 frères, ils ont demandé des soins maximaux, donc maintenir justement la personne en vie avec une sonde PEC, avec des antibiotiques et tout, parce que selon eux, juste le fait d'être ensemble en tant que famille, ça donnerait un sens à eux et aussi à lui. Pour les soignants, c'était de la maltraitance, ça, c'était une forme d'obstination déraisonnable. Et on a essayé justement de regarder est-ce qu'il y a des directives anticipées. Oui, il y avait, mais c'était très très flou. On a parlé justement d'acharnement thérapeutique, ce n'était pas très clair. Plutôt contre une prolongation de la vie dans cette situation. Mais il y avait quand même justement l'avis de ces proches-là. Donc qu'est-ce qui était vraiment la volonté authentique, présumée de la personne? Ce n'était pas clair. Je pense que cet exemple montre une insuffisance des directives anticipées parce que, et voilà, j'ai un schéma pour vous. Alors, dans beaucoup de situations, il n'y a pas de directives anticipées déjà pour commencer. Ensuite, dans d'autres situations, ils ne sont juste pas disponibles. Alors ici, ils étaient disponibles, mais les directives n'étaient pas utilisables parce qu'ils étaient trop flous, trop vagues. Parfois, ils ne sont juste pas valables parce qu'ils ne sont pas faits de manière correcte, et parfois, ils ne sont pas respectés par les soignants ou aussi par les proches. Donc parfois, les proches savent qu'il y a des directives anticipées, mais les proches ne les amènent pas à l'hôpital, par exemple. Alors, il y a une petite fraction de directives anticipées qui est vraiment respectée et réalisée. J'ai une autre citation issue justement d'un projet de recherche qu'on a mené sur des patients en état végétatif. Aujourd'hui, on parle d'état d'éveil non répondant, donc c'est l'état végétatif. Et ce fils de la patiente disait le suivant. En ce qui concerne ces directives anticipées, oui, elles existent. En fait, elles interdisent la nutrition artificielle. Alors oui, elle a barré. Elle était assez claire à ce sujet, du moins pour moi. Je pense que pour nous tous, alors la famille, les enfants. Mais cette situation que nous avons maintenant, étant donné la gravité de la situation, cet imprévu, cette hémorragie cérébrale, étant donné l'incertitude quant à l'évolution de la maladie, comment c'est possible, nous n'avons jamais vu la situation de cette façon comme un moyen artificiel de maintenir en vie, mais plutôt comme un processus de guérison, un processus où je me dis, voilà, c'est logique, et cela ne signifie pas encore négliger ses souhaits. Donc vous voyez un peu comment le fils essaye de justifier le non-respect, justement, des directives anticipées de sa mère. Et ce n'était pas un cas exceptionnel, c'est souvent justement le cas. Donc il semble qu'il y a un problème avec ces directives anticipées comme on les utilise aujourd'hui souvent.
Et ça nous a poussé à travailler beaucoup dans une direction que vous connaissez certainement aussi, donc en anglais, Advanced Care Planning. Nous, on dit en Suisse, projet de soins anticipés. Il y a parfois aussi le terme planification préalable des soins, etc. Vous connaissez certainement. Et ce qui est vraiment la différence ici, c'est que c'est un processus qui implique les proches. Donc, qui implique les proches dans une communication préalable, dans un accompagnement où le proche est petit à petit justement amené à comprendre les valeurs de la personne et les réaliser et les soutenir. J'aimerais vous illustrer ça dans cette slide ici. Pour moi, en tant qu'éthicien, c'est une forme d'autonomie relationnelle. Vous avez une personne qui souhaite anticiper ses soins de fin de vie et qui ne le fait pas seul, donc qui est entouré par ses proches, par les professionnels de la santé, l'équipe, par le ou la représentante thérapeutique et peut-être une personne qui facilite le processus. Ensuite, quand cette personne sera un jour justement incapable de discernement dans une situation de fin de vie, maladie grave, il y a justement pas que les documents ne sont pas si importants, mais il y a les personnes autour du patient, de la patiente, qui connaissent justement les valeurs, les préférences de la personne. Et ça fait la différence. Alors, il y a beaucoup d'études là-dessus, sur les bénéfices de cette approche de Advanced Care Planning. Je ne vais pas entrer dans les détails, peut-être juste cette slide ici, une étude justement australienne qui a regardé, c'était une étude randomisée contrôlée, deux groupes, un groupe avec Advanced Care Planning, un autre groupe contrôle, des personnes de plus que 80 ans qui étaient gravement malades. Et après 6 mois, on a comparé les deux groupes. Les préférences des patients ont plus fréquemment été acceptées dans le groupe Advanced Care Planning, mais ce n'est pas le résultat primaire. Le résultat plus intéressant, c'est que les proches avaient beaucoup moins de stress, d'anxiété et de dépression quand il y avait justement ce processus d'accompagnement, de communication. À Lausanne, on a aussi commencé à faire ce qu'on appelle une forme d'un Advanced Care Planning by proxy, donc pour toutes les personnes qui ont déjà perdu leur capacité de discernement. Donc pensez à des personnes atteintes d'une démence, des personnes dans un coma ou des personnes avec des métastases dans le cerveau. En discussion avec les professionnels de la santé, les proches décident donc sur la base de la volonté présumée de la personne, du patient, pour l'avenir. Donc, ils décident quand même aussi déjà, prennent des décisions par rapport aux interventions. Et c'est une pratique qui est déjà courante dans beaucoup d'EHPAD en Suisse, en Allemagne, on a vu ça. Mais il n'y a pas de pratique cohérente, il y a un besoin de plus de cohérence, d'accompagnement et de structuration. On a commencé maintenant avec une étude pilote à Lausanne qui a montré pas que la faisabilité et l'acceptabilité de cette approche, mais aussi que, par exemple, le conflit décisionnel pour les proches a beaucoup baissé. Donc là, c'est une direction qu'on poursuit aussi. J'ai fini avec donc encore un sujet, un problème que je trouve très, très difficile sur le plan éthique, donc les intérêts des proches et les conflits d'intérêts entre proches et patients. Donc finalement, 2 questions. Quelles valeurs éthiques ont les intérêts des proches par rapport aux intérêts des patients? Et pourrait-il jamais être justifié sur un plan éthique de prendre une décision thérapeutique sur la base des intérêts d'un proche, même contre les intérêts du patient ou pas? Alors, juste quelques exemples un peu tirés à gauche, à droite. Par exemple, pensez à un placement en EHPAD ou une hospitalisation pour décharger les proches. Ce n'est pas rare. Pensez, par exemple, au fait de continuer les soins qui prolongent la vie, encore pour quelques semaines, quelques jours, pour permettre aux proches de supporter plus la situation
émotionnellement ou pour faire le deuil, etc. Pensez à l'administration des médicaments contre les râles terminaux ou d'autres situations, par exemple médicaments psychotropes. Placement d'une sonde PEC pour apaiser la crainte des proches de laisser mourir par faim ou même encore plus fréquemment l'hydratation artificielle pour alléger la crainte de laisser mourir par soif. Donc ça, pour moi, ce sont un peu des questions, des exemples types qu'on fait parfois des choses pour les proches plutôt que pour les patients. Est-ce que c'est éthiquement correct? Alors, encore peut-être 2 vignettes qui sont un peu plus extrêmes. La première concerne Marilyn, une couturière de 61 ans qui prend soin de son père, âgé de 86 ans, atteint d'une maladie de Parkinson depuis 11 ans. Le père a une démence avancée, mais il semble tirer du plaisir des situations simples au quotidien. Il vient d'attraper une pneumonie sévère et Marilyn, en tant que représentante thérapeutique, doit décider s'il accepte ou non un traitement aux soins intensifs. Les deux avaient toujours une relation bienveillante et profonde. Or, cette fille, elle est tellement épuisée par des soins pour son père, même que son mariage est également impacté, qu'elle entend refuser le traitement intensif et laisser son père décéder. Donc là, vous voyez, ça pourrait même justement toucher une question de fin de vie. Il y a une autre vignette qui est vraiment un peu inverse. Paul, c'était un conducteur de taxi âgé de 49 ans. Sa mère, Lydia, 77 ans, vit dans un état d'éveil non répondant, donc état végétatif, dû à une hémorragie cérébrale. Dans les directives anticipées, cette dame a exprimé qu'elle ne veut pas être maintenue en vie dans une situation d'inconscience permanente. Et c'était clairement le cas. Elle a aussi désigné son fils Paul comme représentant thérapeutique. Mais Paul, plein de compassion et d'engagement, prend soin d'elle à la maison. Le médecin est enclin à renoncer à des mesures qui prolongent la vie, par exemple l'antibiotique, mais Paul insiste que tout soit tenté pour prolonger la vie de sa mère, y compris la réanimation. Soigner sa mère est devenu le sens de sa vie et il a même cessé son activité professionnelle. Là aussi, ce n'est pas un cas exceptionnel qu'on a trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces deux cas? Avant de vous donner peut-être une réponse, juste une brève réflexion. Quelle valeur ont les intérêts des proches par rapport aux intérêts des patients? Alors, moi, je pense qu'en principe, ce qui compte, ce qui est derrière les intérêts, c'est les besoins. Et donc, un principe d'égalité dit qu'il n'y a en principe pas de différence entre les personnes. Alors, chaque personne, que ce soit un proche ou un patient, a la même dignité, la même valeur. Mais souvent, les besoins des patients sont plus importants que les besoins des proches. Alors, de manière normale, de manière générale, parce que c'est eux qui sont affectés, qui sont touchés par la maladie. Mais alors, si vous faites, par exemple, une expérience de pensée, par exemple, vous êtes en train d'examiner un patient qui est assez stable, et à côté, il y a le proche, et tout d'un coup, le proche tombe, il a un arrêt cardiaque. Alors, clairement, vous allez tourner votre attention vers le proche et vous allez essayer de sauver le proche, parce que là, le besoin des proches devient plus important que le besoin actuellement du patient. En éthique, bien sûr, il y a aussi quelques normes qui encadrent cette question. Alors, il y a l'interdiction d'instrumentaliser une personne, un être humain, exclusivement, donc de prendre ou d'utiliser quelqu'un comme un moyen à une fin. Il y a aussi la fameuse, justement, obligation de non-malfaisance. On ne devrait pas nuire à un patient, même pour des bénéfices très, très élevés pour une autre personne. Il y a aussi l'obligation, justement, de véracité. On devrait dire la vérité. Par exemple, quand on fait quelque chose en faveur des proches, il faut le dire aux patients. Et peut-être aussi de prioriser ou de privilégier les bénéfices directs par rapport aux bénéfices indirects. C'est-à-dire, par exemple, plutôt
proposer un soutien psychologique aux proches à la place d'une chimiothérapie pour le patient parce que c'est le proche qui la veut. Alors, je reviens aux deux vignettes de Myriam, Marilyn et Paul. Est-ce qu'il y a des critères qui justifient une décision médicale? Moi, je vous présente 4 critères. D'abord, si un traitement, ou si, on pourrait dire si c'est la volonté exprimée ou présumée du patient de favoriser cette décision en faveur des proches, ça pour moi c'est un critère. Le deuxième critère, il faut des bénéfices pour les proches qui sont importants et vraisemblables. Ensuite, il faut qu'il y ait des risques minimes pour le patient. Et quatrième critère, je pense qu'il faut une relation patient-proche qui est étroite et qui est bonne. Ça veut dire que ainsi le bien-être des deux justement dépend de manière interdépendante mutuellement l'un de l'autre. Si j'applique ça à ces deux cas, alors il y a clairement une relation étroite entre les deux, entre patient et proche dans ces deux cas. Il y a peut-être même un consentement présumé qui est plausible, des bénéfices pour les proches qui sont quand même importants, je trouve. Mais dans les deux cas, il me semble qu'il y a des risques pour les patients qui sont plus que minimes parce que voilà, ça concerne quand même une décision, justement, par exemple, par rapport à la personne qui est en état végétatif, justement, de soit continuer à vivre pour des années ou pas. Moi, je pense que dans une telle situation, c'est trop extrême pour vraiment prendre une décision uniquement en faveur des proches. Pour résumer, justement, je pense que je vous ai montré que la médecine a traditionnellement prêté très peu d'attention aux proches des patients. Les soins palliatifs, cependant, favorisent plutôt une approche différente, ce qu'on appelle justement la unit of care, donc cette unité, cette entité des proches et du patient, qui reconnaît aussi les multiples rôles des proches. Décider des mesures thérapeutiques à la place des patients pose plusieurs défis aux proches et plusieurs défis qui ne sont pas encore résolus. Et en cas de conflit entre les intérêts des patients et les intérêts des proches, justement, je propose un peu ces 4 critères que je vous ai montrés pour réfléchir à ces situations. Voilà, merci pour encore votre attention. Si vous avez, et encore une fois, mes félicitations pour le programme de recherche fin de vie. Si vous avez envie de justement trouver des collaborateurs, des partenaires en Suisse, vous êtes les bienvenus. Et aussi à notre conférence en éthique clinique qui va intégrer aussi tout un volet fin de vie en juin 2025. Vous êtes aussi les bienvenus. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Ralph, pour cette conférence. Moi, j'ai une question, disons, sur cette question du proche, parce que, en fait, si on reprend une lecture un peu historique, les proches avaient un rôle bien identifié, qui était justement en dehors de la médecine, parce que la médecine était paternaliste. Et donc, il y avait des territoires qui étaient bien dissociés. Ce qu'on est en train de faire, un peu par la force des choses, c'est de transformer les relations et de faire advenir cette figure du proche qui est pleinement intégrée dans certaines décisions et en tout cas dans la relation de la personne concernée avec les médecins. Et j'ai l'impression que, en fait, là, on pense la question du proche dans la prise de décision essentiellement, mais il y a tout un enjeu qui est à la fois anthropologique et sociologique, qui est de prendre conscience de cette nouvelle dimension de nos relations qui implique une valence ou une couche, on pourrait dire, médicale, et sur laquelle, évidemment, les citoyens sont très peu formés.
Et je dirais que de même que les médecins ne sont pas formés pour parler aux proches, de même les proches ne sont pas formés pour assumer ce rôle qui risque d'arriver en permanence. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi toute une réflexion aujourd'hui sur, en dehors de la médecine, ce qu'on appelle la culture palliative et cette prise de conscience d'une forme de solidarité entre les individus qui va se cristalliser peut-être le jour où il faudra prendre des décisions, mais qui en réalité est une nouvelle forme d'existence, je dirais quasiment ontologique de nous-mêmes aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Donc je voudrais avoir ton éclairage sur ça. Merci beaucoup. C'est déjà un commentaire très très riche parce que je partage complètement ton constat qu'il y a alors un changement, une transformation majeure, surtout de la fin de vie. Donc c'est une médicalisation de la fin de vie, avec une institutionnalisation, donc voilà, on meurt dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Et bien sûr, entouré, ou comment dire, voilà, des options de prise en charge, de traitement, qui nous confrontent avec, justement, avec des décisions, la prise de décision. Et donc, tout cela entraîne une nécessité aussi pour les proches d'agir différemment, parce que maintenant, il faut prendre des décisions, il faut agir, il faut donner des médicaments, il faut, voilà. Et je pense que ça nécessite aussi une certaine capacité, peut-être même une certaine formation pour les proches. Donc, il y a déjà, alors je ne sais pas si vous avez aussi en France, mais il y a parfois ce qu'on appelle les cours de dernier secours, donc pour les proches. Et moi, je pense qu'aussi, il faut, quand on parle de la littératie en santé, il faut aussi parler de la littératie, où il faut inclure aussi les proches, parce que ça, c'est aussi une forme de littératie. Il faut savoir comment parler avec les médecins des patients, comment prendre des décisions pour les patients, qu'est-ce que ça veut dire, la volonté présumée, voilà, ou comment, voilà, toute cette question-là. Et je pense que c'est pour nous, les soins palliatifs, ça sera un défi dans le futur, justement, d'essayer d'accompagner, de qualifier, de former, de soutenir les proches à faire face à ces tâches-là. Ouais. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui. Alors, je suis Alberto Molina de l'Université de Grenade. Merci beaucoup, Ralph. Je trouve que c'était extrêmement intéressant et merci de soulever tout ce problème des proches. Je crois qu'il y a... et merci pour aussi mentionner l'autonomie relationnelle qui est fondamentale. Et il y a quelque chose, je crois, de culturel dans le fait qu'on a pensé l'autonomie, les principes de la bioéthique de l'autonomie, depuis une perspective très individualiste, où chaque individu est indépendant des autres, on est des îles, et c'est quelque chose qui est caractéristique des pays occidentaux, riches, sécularisés, etc. Et ce n'est pas quelque chose qui est universellement valable, et je pense qu'on a peut-être ici en Europe, peut-être justement le fait que tu en parles ici, que ce soit revenu plusieurs fois dans les débats, une perception de la famille, des relations sociales différentes, un petit peu différentes en tout cas des États-Unis, et sans doute différentes aussi parce qu'on est plus individualiste que dans d'autres pays. Mais il faut tenir compte de comment chaque culture se perçoit, comment elle perçoit les relations entre l'individu, le patient, sa famille, la famille ou les amis, comme tu as dit, ce n'est pas simplement des liens biologiques ou légaux. Et par rapport au cas de l'homme croate, par exemple, il y a une question culturelle. Peut-être que dans ces décisions, il faudrait aussi inclure, par exemple, une anthropologue qui puisse tenir compte des caractéristiques culturelles des patients, des familles, pour vraiment être au plus proche de leurs intérêts. Et c'est tout. Merci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, je sais qu'il y a... Alors, l'autonomie relationnelle, je pense qu'elle est déjà importante, même pour un pays comme la Suisse, qui est très individualiste, mais quand il s'agit justement d'une maladie grave, en situation de soins palliatifs, situation de fin de vie,
on n'est plus la personne très individualiste, très forte. Donc, on a vraiment besoin justement de ces liens sociaux avec les autres. Et on le voit aussi quand on fait, par exemple, l'Advanced Care Planning, quand on essaye de trouver déjà les propres valeurs et les préférences des personnes. Ça se fait beaucoup plus aisément si on parle avec des proches et pas seul, donc juste seul dans son coin. Et c'est encore plus important pour les pays du Sud, voilà, ou du Sud global, bien sûr. Et avec la migration, on a de plus en plus de patients justement de ces autres cultures-là. Malheureusement, nous, au CHUV, on n'a pas encore un service de traduction interculturelle. Je sais que ça existe à Genève, par exemple. Il y a une équipe à l'hôpital qui est là pour traduire entre les différentes cultures, qui connaît les cultures et qui peut aider. Je ne sais pas si vous avez quelque chose ici quelque chose comme cela ici en France. Donc, je pense que ça va nous occuper encore beaucoup plus, les conflits interculturels, surtout en fin de vie. Ouais. Oui, merci pour cette belle présentation. C'était vraiment très, très inspirant. Puis moi, je n'avais jamais entendu parler les proxys pour des personnes qui ont déjà perdu la capacité de prendre des décisions pour elles-mêmes. Donc, je suis très heureuse d'apprendre cette approche qui me semble vraiment indispensable parce que quand on regarde les études, en tout cas de ce que moi j'avais observé là, dans les études, c'était que il y a les deux façons de donner un peu ses volontés de façon écrite par des directives avancées ou par le fait d'être représenté par quelqu'un d'autre. Puis, ce que j'avais observé, c'était que le fait d'être un proxy, plutôt que des directives anticipées, avait une plus haute charge parce que la personne ne se basait pas nécessairement sur des écrits ou même des discussions qu'il avait eu l'occasion d'avoir auparavant. Donc, il y avait vraiment une lourdeur de ce processus décisionnel et puis de l'impact après. Donc, je suis très heureuse d'entendre ça. Petite réflexion que je me faisais en lien avec la présentation, mais je pense que ça rejoint aussi différentes présentations qui ont été faites, c'est le fait que, socialement, les gens veulent de plus en plus mourir à la maison, d'être proches, d'être près de leur environnement normal, d'être auprès de leurs proches. Puis on voit une augmentation là, du nombre de personnes qui décèdent à domicile, petit à petit. Sauf que, paradoxalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a des impacts aussi chez les proches d'avoir un être aimé qui meurt à domicile. Et ça, on l'entend un peu sur le processus de deuil, que ça peut être difficile de vivre dans le même lieu où la personne est décédée. Et nous, on observe ça aussi maintenant avec l'aide médicale à mourir au Canada. Donc, des personnes qui disent après coup que le fait d'avoir reçu l'aide médicale à mourir à domicile de leur père ou de leur enfant, c'est quelque chose un peu traumatisant de rester dans ces lieux-là après. Alors, je trouve que ça fait vraiment le lien avec cette autonomie relationnelle, le bien-être de qui dans tout ça. Je pense que là, alors nous les êtres humains, nous sommes tellement différents en fin de vie. Il y a des personnes qui préfèrent mourir à l'hôpital, d'autres préfèrent mourir à la maison. Et donc, je pense que ça dépend vraiment de la situation individuelle, de la relation avec les proches. Qui sont les proches? Est-ce qu'il y a des enfants, voilà, d'autres personnes? Mais ce que tu dis, on a le même problème ou la même question en Suisse parce qu'on a le suicide assisté. Et puis, quand il y a un patient qui souhaite recourir au suicide assisté à l'hôpital, donc on va toujours bien parler avec la personne, regarder
quelles sont les raisons, est-ce qu'il y a un problème à la maison, et souvent c'est exactement ça. Il y a des enfants et on veut justement épargner les enfants, on ne veut pas que ça reste. Ça dépend vraiment, chaque situation peut être différente et je pense que ça ne peut pas être un but, voilà, qu'on essaie 100% tout le monde à la maison ou 100% à l'hôpital. Donc c'est vraiment différent. Ce n'est pas si facile que ça, justement. Et avec l'aide médicale à la mourir, c'est encore plus compliqué. Ouais. Oui, merci. Non, commencez. Merci beaucoup pour cette présentation. Comme ça a été soulevé, on a l'impression que le modèle biopaternaliste est un peu bousculé dans les représentations, en effet, de l'accompagnement à mourir et de mettre sans doute une place plus importante, de donner une place plus importante aux proches. Je ne sais pas comment c'est en France ni en Suisse, mais quels sont les soutiens financiers de ces questions de recherche sur en effet la place des proches dans ce contexte. Oui, alors comme j'ai brièvement évoqué, je pense que pas encore suffisant. Alors, bon, la recherche, par exemple, nous, dans le programme national de recherche sur la fin de vie, on avait des projets sur les proches et j'espère que vous aurez aussi des projets sur des proches aidants. Donc en soins palliatifs, c'est quand même, il y a cette attention aux proches, mais financièrement, dans le système de santé, bon, c'est très très difficile pour la majorité, dans la majorité des cas. Le congé proche aidant, c'est peut-être un exemple, voilà, mais il n'y a pas beaucoup d'autres exemples où, par exemple, si vous pensez à des interventions en faveur des proches, par exemple, voilà, pour accompagner le deuil ou même déjà avant, accompagner la fin de vie, on a parlé aussi de la formation des proches. Généralement, ça ne va pas être payé par l'État ou par l'assurance maladie, ou pas encore, je dirais. Bonjour, donc Giovanna Marsico, je suis directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Deux points. Je voulais déjà, par rapport à la littératie et à tout ce qui est accompagnement, outils d'accompagnement pour les proches, je fais une petite promotion du dernier guide que le Centre national vient de publier. Et c'est un guide vraiment très robuste qui souhaite donner des éléments aux proches pour accompagner dans les gestes, accompagner dans le quotidien, chercher les ressources, chercher les aides, tout ce qui est ressources financières, par exemple, jusqu'à la fin, jusqu'au post-mortem et l'accompagnement au deuil. Donc, il y a des outils de ce type qui probablement vont un peu plus loin que les formations que vous avez évoquées, derniers secours, qui sont plus pour population générale. Et ce que je voulais souligner, c'est que récemment, nous avons fait avec une chercheuse qui était ici présente, Léonore Fass, une étude sur les besoins de formation pour les proches qui accompagnent des personnes en fin de vie. Et ce qui est sorti de là, c'est en finalisation, mais ce qui est sorti de cette enquête, c'est que surtout les proches ont besoin du temps à eux et ne cherchent pas de formation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps pour être formés parce qu'ils sont tellement pris par l'accompagnement de la personne concernée que tout moment va pouvoir être soit dédié à la personne, soit soufflé, mais pas être formé. Donc il y a cet élément qu'il faut prendre en compte et probablement ce qui pourrait être plus mobilisé par notamment les pouvoirs publics, on est au ministère, c'est plutôt les lieux de répit, les espaces de répit, c'est-à-dire des ressources qui permettent de se décharger, parce que de toute manière, être proche, ça ne se décrète pas. On y arrive, mais on n'a pas choisi de l'être. Donc, c'est vraiment, je pense, aussi une responsabilité
de notre système de santé de prendre en compte cette complexité. Ouais. Merci beaucoup pour cette remarque, parce que vous pointez le doigt aussi vers un problème. On ne veut pas non plus professionnaliser les proches. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et c'est finalement le rôle des proches doit rester aussi justement être le proche, être voilà, l'épouse, l'ami, etc. Je pense que là, il y a vraiment un problème. On connaît bien, par exemple, des soins palliatifs pédiatriques, l'importance justement de ces locaux de répit, voilà, pour quelques semaines, quelques mois, quelques jours. Je pense qu'on n'a pas encore assez de cela. Donc, mais finalement, je vois quand même un problème. Voilà, il y a les professionnels, voilà, qui sont de plus en plus nombreuses, voilà, qui chacun s'occupe d'une petite fraction. Il y a le psychologue, il y a justement le médecin, il y a ergothérapeute, physiothérapeute, et puis il y a les proches. Et puis, je pense que ça va être un défi, justement, à quel point, alors peut-être pas former les proches, mais soutenir les proches, informer les proches comme vous faites avec des matériaux, etc. Et en même temps, voilà, offrir aussi une aide professionnelle. Donc ça, c'est l'enjeu, je pense. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis là. Je suis Perrine Galmu, je suis doctorante et j'ai fait aussi, et je fais encore de la consultation d'éthique clinique au centre d'éthique clinique de la PHP. Et j'ai trouvé particulièrement intéressant la fin de votre intervention sur les critères qui nous mèneraient à poser la question de pourquoi on déciderait au nom d'un proche, enfin pour le bien d'un proche plutôt que pour le bien du patient. Et j'ai trouvé intéressant la manière dont vous amenez cette question, plutôt de se dire quelle est la place des proches dans la décision, mais vraiment d'aller chercher les arguments. Et du coup, je me demandais un peu plus loin, comment vous avez fait pour structurer ces 4 critères? Est-ce que c'est à la force de votre expérience en éthique clinique, ou est-ce que, comment vous avez fait pour les structurer? Et je me demandais aussi, vous mentionnez le 3e critère qui est le risque minime pour le patient. Et qu'est-ce qu'on entend par risque dans ce cas-là, et qui définit le risque? Est-ce que c'est le patient, la souffrance, est-ce que c'est la souffrance pour le patient? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est autre chose? Et qui définit ce risque dans ce cas-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je suis juste parti du constat que ça existe en pratique, justement, et comment est-ce que ça pourrait être justifié ou pas. Et puis, voilà, ce qui m'a inspiré, c'est bien sûr les principes de l'éthique biomédicale, mais aussi, si vous voulez, le bon sens. Est-ce qu'il y a des critères qui pourraient justifier ça? Et quand je parle de risque, c'est vraiment dans un sens très large. Alors, vous avez raison, peut-être le mot risque n'est pas idéal, donc ça comprend aussi justement la souffrance du patient, la durée de la souffrance, donc pas que les risques somatiques d'une intervention, par exemple, pas que les effets secondaires. Aussi, est-ce qu'il y a un fardeau, est-ce qu'il y a une charge qui est associée à un traitement qu'on fait pour le bien des proches. Ouais. Oui, ça va. Parlez fort. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Finalement, ce qu'on entend cet après-midi, c'est qu'il y a une spécificité du proche qui est tout à fait différente du patient. Aujourd'hui, du côté des patients, on développe la pérédance, le patient partenaire, l'implication des patients dans la formation des professionnels. Est-ce qu'il faudrait développer quelque chose de spécifique aux proches? Est-ce que c'est une expérience à part entière? Est-ce qu'il y aurait des proches experts qui pourraient soutenir d'autres proches? Est-ce que ça existe? Très bonne question. Alors, je pense que ça serait vraiment dans cette perspective de ce qu'on appelle empowerment, des patients, mais aussi des proches. Parce que quand on voit les deux comme une unité, comme une entité, comme Cicely Saunders l'a fait, donc il faut finalement proposer quelque chose aux deux, aux patients et aux proches ensemble ou séparément.
je ne connais pas encore beaucoup. Alors, bien sûr, il y a des cercles, voilà, soutien de deuil, etc. Mais je connais encore peu de proches participatives, ou comme vous dites, je pense que là aussi, ça revient aussi à la question, on ne veut pas non plus professionnaliser les proches, mais on veut les soutenir. Donc, comment est-ce qu'on fait le mieux? Et je pense que ça, c'est un enjeu où il faut faire de la recherche. Il faut demander les proches, qu'est-ce que vous voulez, voilà, de quoi vous avez besoin. Et ça dépend de la maladie, de la situation, de la relation entre proches et patients. Ouais. Donc, on va peut-être conclure, et je pense que justement ce que la conférence de Ralph a permis de souligner, qui était aussi en arrière-plan pointillé, c'est l'importance de la recherche participative, c'est-à-dire d'impliquer les personnes concernées. On sait que c'est pas simple pour les personnes en fin de vie, mais en l'occurrence aussi d'impliquer les proches, les associations dans la recherche. Donc ça, c'est aussi un enjeu très fort du programme qu'on souhaite vraiment développer. Valérie Fromentin a parlé un petit peu ce matin avec l'ANR. Voilà, c'est aussi un changement de culture un peu pour les chercheurs, mais nous, ça va être un enjeu important pour être justement pertinent dans les objets de recherche et puis dans cette idée d'un transfert vers la société. Voilà, en tout cas, je remercie tous ceux qui ont perduré jusqu'à la fin. C'était riche, mais aussi exigeant, intensif. Je pense qu'on a ouvert beaucoup de pistes et que ça nous permet de montrer encore une fois l'importance de dialoguer entre les disciplines, entre aussi les ancrages de nos recherches en Suisse, en Espagne, en France, au Québec, enfin au Canada. Voilà, donc merci encore à tous. J'espère que nos échanges vont effectivement déboucher sur des propositions de projets dans le cadre du programme en 2025 pour qu'on prolonge ces discussions de façon très effective à travers de la recherche interdisciplinaire. Merci encore. Merci.